vous avez craché sur l'Algérie, vous vous êtes fait plaisir quand Retailleau, le gouvernement français, vous a montré du doigt l'Algérie pendant qu'ils étaient en train de vous la mettre. Bip, hein, tu vois, ça fait mal hein, maintenant. Hein. Là, tu commences à sentir le contre-coup. Hein. Donc oui, donc on va expliquer un petit peu Bayrou et le système politique en France, ce qu'il en est. Pourquoi tout ça est lié à l'Algérie et vous m'en direz des nouvelles juste avant. Il s'est passé que pendant des semaines, le gouvernement français s'est fait plaisir et la France s'est fait plaisir. Vous vous rappelez quand ça avait critiqué l'Algérie? Dictature, Bouhelem Sansal. Et nous, on vous prévenait, attention, il y aura la facture bientôt. La facture va tomber. Tu vois, non, on va faire comme... C'est quoi que j'avais entendu? On va faire comme Trump avec le, je sais plus quel pays, le Panama. On va leur tordre le bras. Eh ben, vous avez fait le bras de fer. Vous l'avez perdu, et là vous commencez à sentir les courbatures. L'Algérie a stoppé ses importations de blé français, de produits français. La France a perdu des milliards dans cette affaire-là. Eh ben il faut les retrouver quelque part, ces milliards. Et tu comprends maintenant. Et vous vous êtes fait plaisir pendant des semaines, parce qu'en plus, c'est pas qu'il y a eu des tensions entre l'Algérie ou autre, etc. Non, c'est juste pour se faire plaisir. Retailleau voulait se mettre en avant dans la politique française, vous avez suivi, dictature, Tebboune, etc. L'Algérie, ils ont pas parlé. Ok, d'accord, on coupe les contrats. Allez, salam alaikum. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une relation complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. France-Algérie. Une histoire dense, parfois douloureuse, qui semble entrer dans une phase nouvelle. On entend beaucoup ce mot, Nidia. L'égalité et le respect mutuel. Sur le papier, c'est parfait. Mais quand on voit certaines décisions récentes d'Alger, des décisions qui pèsent lourd économiquement parlant pour la France, on se demande, est-ce juste une quête d'égalité ou une façon de dire les temps ont changé? Essayons de décrypter ça. Oui, c'est une excellente question, parce que ce qui se passe entre Paris et Alger, ça dépasse largement le cadre bilatéral. C'est un peu un miroir des grands changements géopolitiques actuels. On voit l'Algérie tenter de s'imposer, ou du moins de redéfinir complètement les règles du jeu. L'idée centrale, c'est vraiment ça. Alger ne veut plus, être perçu à travers le prisme postcolonial ou d'une relation déséquilibrée. Cette Nidia, c'est la clé de voûte de leur discours actuel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce rééquilibrage ou cette tentative se faire sous nos yeux, avec des effets très concrets. Alors, allons-y. Ce basculement, d'où vient-il exactement? On lit parfois que certaines positions françaises ont été, disons, mal perçues à Alger, vues comme un peu condescendantes ou ignorant la souveraineté algérienne. Est-ce que c'est ça le point de départ ou juste un prétexte? Parce que le blocage de certaines importations françaises, ça a fait du bruit, c'était spectaculaire. Alors, simple mesure économique ou un coup politique bien calculé, un message envoyé à Paris du genre « Fini le temps où vous décidiez de tout, maintenant, si vous ne respectez pas nos lignes, ça vous coûtera cher. » C'est un peu cru, mais est-ce que c'est ça l'idée? La conséquence économique, elle est crue, oui. On parle de milliards d'euros de manque à gagner pour des entreprises françaises, ce n'est pas anodin du tout. Donc, stratégiquement difficile de ne pas y voir une manœuvre intentionnelle. Ce n'est pas juste du protectionnisme classique, c'est vraiment utiliser l'arme économique à des fins politique. L'objectif, c'est clairement de forcer le respect de cette souveraineté algérienne. Alger montre qu'elle a des leviers et qu'elle n'hésite plus à s'en servir pour défendre ses intérêts ou ce qu'elle considère comme tel. Ça marque un vrai changement dans le rapport de force. Là où Paris avait peut-être des relais, une certaine influence, maintenant Alger peut répondre avec un impact direct, quantifiable. La volonté politique derrière, elle est très nette. Refuser toute forme de tutelle. La Nidia, ce n'est pas juste un mot. C'est une exigence avec un prix. Bon, ça c'est pour la dynamique externe, c'est assez clair. Mais il y a aussi ce qui se passe en France. On entend des critiques, parfois très dures, contre le gouvernement français. Des mots comme illégitime, autoritaire, des accusations de piller les citoyens, de toucher aux acquis sociaux. Bon, sans valider ces discours, qui sont souvent politiques, la question se pose. Une France qui serait traversée par ces tensions internes, est-ce qu'elle a encore la même force de frappe à l'international? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette possible fragilité intérieure et sa posture face à une Algérie qui, elle, semble vouloir montrer les muscles? Ah, mais c'est une question centrale en relations internationaux, ça. La capacité d'un État à projeter son influence dépend énormément de sa cohésion interne, de sa force économique et sociale perçue. Un pouvoir qui est contesté chez lui ou qui doit imposer des mesures difficiles, on parle parfois de supprimer des jours fériés payés, ce genre de symbole d'austérité, eh bien, son image à l'étranger peut en pâtir, et sa marge de manœuvre diplomatique aussi. Un affaiblissement interne, ça peut être vu de l'extérieur comme une opportunité.
Les négociations internationales, c'est aussi de la psychologie, des rapports de force. Un État qu'on perçoit comme étant en difficulté, économiquement ou socialement, il négocie moins fort. Certains analystes font même le lien direct entre les problèmes économiques en France, qu'ils soient internes ou liés à une perte d'influence. Eh bien, ça pourrait encourager des partenaires comme l'Algérie à durcir le ton, parce qu'ils sentent peu le vent à tourner. C'est un peu un cercle vicieux, potentiellement. Et pendant ce temps-là, l'Algérie se positionne de plus en plus comme une puissance régionale avec laquelle il faut compter. Fini le partenaire un peu en retrait, place à un acteur qui défend ses intérêts de manière assez offensive. Et qui joue sa propre partition sur la scène régionale, mais aussi plus largement. C'est une ambition réaliste ou un peu surdimensionnée? C'est exactement là que l'ANIDIA devient un concept stratégique. Ce n'est pas juste pour l'égalité symbolique. C'est le socle d'une nouvelle politique étrangère. Alger veut des relations basées sur le respect, oui, mais surtout sur des intérêts bien compris, réciproques. Fini la symétrie. Et plusieurs choses nourrissent ça. En interne, il y a une volonté de renforcer l'économie, même si c'est compliqué, et un investissement constant dans le militaire. Et puis à l'extérieur, il faut le dire, le contexte international est plus ouvert pour les puissances régionales. Oui, ce monde multipolaire, moins dominé par les grands blocs, ça crée des espaces. Et l'Algérie essaye de s'y engouffrer. Donc l'avertissement pour les puissances comme la France, il est là. Continuer avec les vieux schémas, ce serait une erreur. Considérer Alger comme un simple pion ou ignorer ses lignes rouges, ça mène droit aux frictions, voire aux ruptures, qui coûtent cher. On l'a vu. La seule option viable, vue d'Algérie en tout cas, c'est d'accepter cette égalité et de construire sur de nouvelles bases, en reconnaissant l'Algérie comme un centre de décision autonome. C'est un vrai changement de logiciel qui est demandé. Si on essaye de résumer, de prendre un peu de recul, cette relation France-Algérie, elle est comme un révélateur finalement. D'un côté, une Algérie qui met en avant cette nidia, cette égalité, quitte à être, disons, ferme. Et de l'autre, une France dont la position internationale pourrait être perçue par certains comme plus fragile à cause de ses propres défis internes. Le message en filigrane, c'est presque la fin d'une époque, non? Celle où une certaine hégémonie française, dans ce cas précis, allait de soi. La nidia, ça deviendrait alors plus qu'un truc bilatéral, ça serait le symbole d'une nouvelle norme internationale portée par des pays émergents qui ne veulent plus subir. Oui, c'est une analyse qui colle assez bien aux grandes tendances mondiales. Ce face-à-face franco-algérien, il s'inscrit vraiment dans ce mouvement vers un ordre international plus éclaté, plus polycentrique. Les anciennes hiérarchies sont bousculées, c'est clair. Les puissances traditionnelles ne peuvent plus imposer les règles du jeu comme avant. Et le contraste est frappant, vous avez raison. D'un côté, la France, puissance historique, mais qui fait face à des questions internes qui, selon cette lecture, pourraient limiter sa capacité d'action extérieure. Et de l'autre, l'Algérie qui cherche à renforcer son autonomie, profitant peut-être des nouvelles dynamiques mondiales. Pour les diplomaties occidentales et françaises en particulier, ça signifie qu'il faut s'adapter. Et vite, il faut laisser tomber certains réflexes, repenser les stratégies, accepter de négocier d'égal à égal, même quand ça pique un peu. Le respect mutuel, la reconnaissance des intérêts de l'autre, ce n'est plus juste de la politesse diplomatique. C'est devenu une nécessité absolue pour avoir des relations stables et éviter les blocages. C'est ça, la nouvelle donne, semble-t-il. Peut-être une dernière question pour laisser matière à réflexion. Si ce cas franco-algérien est vraiment le symptôme de quelque chose de plus grand, est-ce qu'on assiste là, en direct, à la fin de l'ordre mondial qu'on a connu au XXe siècle? Et est-ce qu'on voit naître un nouvel ordre où les pays qu'on appelait autrefois la périphérie ne se contentent plus de demander, mais commencent à dicter leurs propres règles? Si c'est ça, qu'est-ce que ça implique pour toutes les autres relations historiquement déséquilibrées dans le monde? Vaste programme. Donc